Bonjour à tous et bienvenue dans le 5e numéro de Star Party. Nous retrouvons notre format classique après une émission consacrée exclusivement à l'analyse de vos images. Et vu le nombre d'images que vous nous avez envoyées ces dernières semaines, attendez-vous à une nouvelle spéciale d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, accueillons nos chroniqueurs du jour avec un petit nouveau qui va faire ses débuts, le retour d'un historique et des bises à ceux qui ne sont pas des nôtres, soit parce qu'ils sont en voyage chez les grands Bretons et c'est un coucou à Thierry, soit parce qu'ils ont un match de curling ou un entraînement de twirling bâton, je ne sais plus, et on fera un coucou à Mathieu Tecky. Mais retrouvons nos potentiels de l'astrophoto du soir. Commençons les présentations avec un homme aux multiples talents, sauf celui de se rappeler quand il doit participer à une Star Party spéciale traitement, mais nous le pardonnons aisément, puisque nous lui devons aussi le générique de fin de l'émission. Il est notre commandant Shepard, Mathieu Guinaud. Bonsoir Mathieu, et Salut à comme tous. Salut à un tous. miracle parfois se produit, là, tu es le seul Mathieu de cette émission, donc tu peux récupérer ton prénom. Oui, enfin, oui, Donc, merci. on va pouvoir t'appeler Mathieu, c'est formidable. Tout va bien? Très bien, merci. Content d'être là. Alors, je vais mettre un lien là, au-dessus, avec le doigt comme il faut, mais on ne le voit pas, donc au-dessus, vers ton site, puisque tu viens de sortir un article absolument délirant sur le catalogue Caldwell, avec des photographies qui viennent de partout à travers le monde et des objets tous plus beaux les uns que les autres, plus une longue série d'explications, je pense que Jean-Baptiste n'aurait pas renié, avec un travail absolument démentiel et que j'invite tout le monde à aller voir parce que c'est magnifique. Ça t'a pris combien de temps pour faire ça? Bon, franchement, je n'ai pas compté, mais ça a été sur plusieurs mois ça a été sur plusieurs mois, un gros temps de récolte, de sélection des images, de tri et tout. Et après, un temps assez long aussi de faire en sorte que pour chaque objet, il y ait un astrophotographe, puisque c'était mon objectif. Donc là, c'est un temps d'agencement et de Tetris en fait avec le catalogue et les images, mais qui était super passionnant parce que tout ce temps que je passais, ben, je lorgnais les photos et donc je les connais dans tous les sens, les photos. Et du coup, c'est hyper enrichissant en termes d'apprentissage de pas mal de choses autour de la photo et également autour de la cosmologie, puisqu'il a fallu faire les descriptions des objets et là aussi recroiser plusieurs sites. Donc c'était hyper intéressant, ça m'a pris 3 ou 4 mois avec quelques heures par-ci, quelques heures par-là. Je ne saurais pas dire combien de temps en tout, mais bon voilà, c'était dans la continuité du catalogue de Messier que j'avais fait. Ouais, c'est vraiment un grand plaisir d'avoir pu faire ça. Et puis bah, je te remercie de faire la pub à la sortie de mon article le jour même sur un plateau. C'est sympa. Écoute, déjà, si on peut aider les copains, on est content. Puis en plus, c'est vraiment un travail formidable. On va retrouver le deuxième chroniqueur. Alors lui, il se rappelle des émissions auxquelles il participe. Alors par contre, il fait tellement d'astronomie sous le ciel de rêve de son Maroc natal qu'il ne sait plus du tout quelle semaine nous sommes. C'est toujours bon signe. Mais on s'en fout, on l'aime quand même et nous sommes surtout ravis de le retrouver après 4 émissions sans lui. Aziz Kewash, comment vas-tu, Aziz? Ah bah, super. Alors, toi, depuis la première, tu as eu déjà un peu de travail avec la santé, mais alors accessoirement, niveau astro, tu t'es carrément lancé dans des relevés scientifiques publiés avec des pros. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, effectivement, c'était normalement on a inauguré notre nouvel observatoire, le High Atlas Observatory, qu'on vient juste d'inaugurer en mois de juillet. On a installé, normalement, c'est un observatoire qui peut accueillir 6 pylônes. Déjà, cinq setups qui sont déjà installés. Le sixième, je pense, c'est le mois prochain. C'est le Il va, ventre. il va pas tarder, oui, oui, Astrofleet va le Ouais, ouais. prendre, je confirme. Et ce qui est intéressant, mis à part le ciel qui est vachement super là-bas avec un Portal 2, pas mal d'observatoires à côté, des observatoires de renommée internationale. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une convention avec des pros. C'est le genre de convention pro-am. Ce qui fait on est aidé par des professionnels pour passer de l'autre côté de l'astrophotographie, c'est-à-dire la recherche scientifique des astéroïdes, la caractérisation des étoiles doubles, des exoplanètes. C'est tellement intéressant. Pour moi, je trouve que ce domaine-là, c'est la suite logique ou plutôt le passage logique de l'astrophotographie à l'astrophotographie scientifique. Bon, bah, continue comme ça et d'ici une vingtaine d'années, à mon avis, tu vas te retrouver avec un acteur de Star Trek envoyé par Jeff Bezos dans l'espace, histoire d'aller complètement au bout du rêve à la vitesse à laquelle tu avances, mais c'est cool, c'est une bonne nouvelle. On va retrouver notre troisième chroniqueur. Alors lui, quand on le voit à l'écran, il incarne une certaine idée du calme et de la pondération.
à l'instar d'un docteur Banner de l'astrophotographie. Mais alors, quand on l'énerve, il se transforme en un monstre sanguinaire animé par une soif insatiable de violence et nous avons des preuves. Mais rassurez-vous, on lui donne ses médicaments juste avant l'émission. Le capitaine adoré du Photon Millennium, Jean-Baptiste Auroux. Ça va, tu as bien pris tes médicaments, Jean-Baptiste? Tout va bien? J'ai oublié. On verra. À la surprise. Ça va être chaud quand on va arriver au traitement. J'ai pas examiné tous les aspects des photos. Non, mais et en plus, les gens voient pas de quoi tu parles, donc c'est. Non, mais les copains, oui, et voilà, on va s'autoriser des private jokes entre nous. Mais ça reste, c'est dommage, ça restera toujours un grand moment de télévision ou de YouTube qui sera caché, mais ça reste formidable. Le petit nouveau de la bande, Aurélien Chaperon, qu'on accueille avec plaisir, qui bizarrement n'a pas froid aux yeux, puisque quand Mathieu Tequi a proposé que pour augmenter l'audience de l'émission, Aurélien fasse sa première nue, Aurélien n'a pas vraiment protesté, ce qui tente à prouver qu'il est prêt à toutes les bassesses, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et alors, je vous dis très fraîchement, s'il est aussi bon que Chippendale qu'astrophotographe, ça promet, avec une forte féminisation de l'audience. Bonjour Aurélien, bienvenue dans l'équipe. Eh ben, bonjour et bien merci de m'accueillir, ouais. Et puis surtout, merci à toi d'avoir accepté. Alors, tu seras rejoint par d'autres nouveaux chroniqueurs qui viendront intégrer l'équipe au fur et à mesure, ce qui va permettre à certains soit de ne pas rater certaines nuits dégagées pour se consacrer à Star Party, soit de souffler un peu pour revenir à nous retrouver dans des émissions futures, et voire même une émission où on essaiera d'avoir tout le monde. Ça pourrait être amusant, mais ça va commencer à être chaud au niveau de la bande passante. En tout cas, messieurs, merci de constituer l'équipe de ce Star Party émission numéro 5, et on va attaquer tout de suite avec la rubrique mise en station. L'astrophotographie fait partie des hobbies dont la pratique oblige à se confronter à de nombreuses problématiques différentes. Pour n'en citer quelques-unes, la photographie, la mécanique, l'énergie, l'astronomie, l'informatique, le développement numérique, et j'en oublie sans doute au passage. D'après vous, messieurs, quels sont les aspects les plus complexes, ou pour être plus juste, ceux qui vous ont posé ou posent le plus de soucis autour de vous quand on vous pose des questions? Vous pouvez répéter la question? Ouais, je suis pas certain d'avoir bien compris le thème, en fait, là, David, la manière dont tu. Je suis désolé. Les difficultés. C'est absolument pas grave. La manière dont tu poses la question, je suis pas sûr d'avoir compris bien comment tu souhaites qu'on aborde le. Merci. Alors, ouais, non mais voilà, c'est par solidarité avec les nouveaux. Non, mais c'est bien, parce que c'est en plus la première fois que j'écris un truc qui visiblement n'est pas compréhensible, mais sur lequel je m'interroge aussi en le relisant. Donc, non, mais c'est pas grave. Je refasse un lancement. Attends, je vous relis la phrase quand même pour être sûr. Non, parce que je suis en train de la relire et je me dis non, mais ça va en fait. Alors, tu vois, par exemple, Aurélien, comme le thème est finalement compris, bah, tu vois, le début où tout le monde se marre en se foutant de ma gueule, je vais le garder. Par exemple. Voilà, et on va pouvoir redémarrer. On va pouvoir redémarrer maintenant. Si donc, je peux rendre service. Ah, bah écoute, c'est parfait. Parfaitement rentré dans l'équipe, tout va bien. Le groupe vit bien. Donc, messieurs, à quoi avez-vous été confrontés qui vous a posé d'énormes problèmes? À quoi êtes-vous encore confrontés? À quoi sont confrontés les gens qui vous posent des questions par rapport à leurs difficultés? Pour vous, qu'est-ce qui rend l'astrophotographie complexe, sachant que ce ne sera sans doute pas la même chose pour tout le monde? Et devant cet enthousiasme délirant, nous allons passer à la rubrique numéro 2. J'allais dire... Merde, je ne sais plus ce que j'allais dire. Si j'allais dire que difficulté liée à la pratique de l'astrophotographie, une des difficultés peut être liée au niveau d'exigence qu'on peut se fixer à l'égard de la qualité de nos images. Et ce à quoi je pense, à quoi j'ai été confronté et peuvent l'être d'autres aussi, c'est par exemple d'avoir un télescope qui est suffisamment bien réglé pour avoir de belles étoiles rondes, notamment sur tout le champ d'une image. Ça implique de bien faire des réglages de back focus quand on a un correcteur ou un réducteur de focale, par exemple, de bien faire très précisément la collimation d'un télescope. Et sur ce point précis, la collimation d'un télescope, si pour du visuel, on peut se satisfaire d'une approximation qui permette d'avoir des images très satisfaisantes, on sait bien qu'en photo, ça demande une grande précision, d'autant plus quand on a un grand capteur. Et aujourd'hui, les grands capteurs sont plus démocratisés qu'il y a quelques années. Donc, aujourd'hui, la difficulté va grandissante autour du fait d'avoir un champ d'étoiles, on va dire, bien homogène. Maintenant, ce que je disais tout à l'heure au début, c'est que c'était lié au niveau d'exigence, c'est que certains vont se satisfaire d'un réglage plus ou moins approximatif
avec un coin ou l'autre qui tire un peu, ou ce genre de choses. Et d'autres ne vont pas s'en satisfaire parce qu'ils ont un niveau d'exigence avec eux-mêmes supérieur. Et donc, certaines des difficultés peuvent être liées avec le niveau d'exigence qu'on se fixe soi-même. Enfin, c'était un peu l'idée qui me venait comme ça, et qui rejoint sûrement d'autres domaines que celui de la rondeur des étoiles. Bon, ben, je pense que quand on débute, moi je me suis contenté de très peu au début, donc c'est venu après, hein. Je pense qu'on me demande souvent quel matériel acheter. Je pense qu'on peut facilement se tromper dans le choix du matériel par rapport aux objectifs qu'on a, ou alors on pense que des objectifs sont... enfin, on découvre que les objectifs sont un peu présomptueux et qu'il faut plus de temps pour obtenir le résultat escompté. Parce que les images Internet en débordent, elles sont jolies, mais pour les obtenir, eh bien, il y a une courbe d'apprentissage à respecter. Et bon, tout ça, c'est pas évident à avoir d'un claquement de doigts dans cette société où on a tout de suite. Et la découverte du prix aussi, des choses. Quand on est confronté à cet achat de matériel, c'est pas toujours évident de concrétiser un projet jusqu'au bout, d'accumuler les sommes et voilà. Ça peut être compliqué. Voilà. Et puis j'ai une petite anecdote, hein. Je fais voir de temps en temps mes photos à partir de mon smartphone, parce que je le stocke en secours sur la carte SD. Bon, on me demande régulièrement, ah, c'est quoi comme téléphone? Il fait des belles photos. Voilà. C'est la petite anecdote. Mais les gens ne mesurent pas forcément tout ce que ça implique, justement, L'investissement, ouais. à la fois humain et financier, parce que c'est vrai que financier, c'est quand même pas rien, Aziz. Oui, oui. Oui, tout à fait. Comme dit tout à l'heure Mathieu, franchement, ça dépend des exigences personnelles. Et d'ailleurs, ça dépend du niveau, quoi. Je dirais des difficultés comment dirais-je, à travers mon process. Maintenant, ça fait 4 ou 5 ans que je fais l'astrophotographie. Croyez-moi, depuis le début, il y avait pas mal de difficultés, déjà avec des simples difficultés, mise en station, des trucs comme ça. Et au fur et à mesure que le niveau augmente, il y a d'autres trucs. On passe d'abord, on était en itinéraire, c'est-à-dire, c'était même pas, on commandait la monture directement. Après, on passe en équipement avec les difficultés, avec les réglages, les PC qui plantent, les problèmes d'électricité, tout le tralala qui accompagne le nomade, quoi. Et après, on passe à des choses, je dirais, pour l'instant, je considère que c'est sérieux, on passe au remote avec toutes les difficultés techniques pour monter un observatoire et tout. Ça demande beaucoup d'acharnement, beaucoup d'abnégation pour au moins contourner certaines difficultés. Là, je parle juste d'acquisition et du matériel. Il y a les autres difficultés liées au traitement, il y a pas mal de process. C'est pas si évident. Côté difficulté en astrophotographie, ça dépend. Pour moi, ça dépend du niveau et ça dépend si on parle du côté observation ou du côté traitement. Et il y a pas mal de choses à dire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que pour moi, les difficultés vont évoluer. Alors, on a parlé de degré d'exigence, de savoir du niveau qu'on se place, des objectifs qu'on se fixe aussi. Pour moi, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours des difficultés, qu'on soit débutant, intermédiaire, confirmé, voire très expérimenté. Il y a toujours des difficultés, c'est juste que ce n'est pas les mêmes. Euh, Aujourd'hui aussi, beaucoup de gens, dans les débutants, se lancent dans l'astrophoto en entendant parfois que c'est plus facile qu'avant, c'est-à-dire au sens avant l'autoguidage, avant le numérique. Moi, quand j'ai commencé vraiment la photo, c'était encore avec de l'argentique et je guidais avec un oculaire réticulé. Et c'est vrai que quand j'ai repris l'astrophoto dans les années 2010, j'étais juste déjà émerveillé de voir que ça marchait et j'installais mon APN, je lançais l'autoguidage, ça fonctionnait tout seul, j'ai des poses qui sortaient, les étoiles elles étaient bien, ça avait suivi, il y avait du signal. C'est génial, en fait, c'est devenu super simple l'astrophoto par rapport à avant.
Et ça, c'est au début. Et après, quand on veut rajouter, quand on se fixe des contraintes un peu plus, ce que disait Mathieu et les autres aussi, quand on se fixe des exigences un petit peu supérieures, parce qu'on veut augmenter le temps de pause, parce qu'on veut le matériel change, on veut que le matériel soit vraiment précisément réglé à 100% et pas à 90%, parce qu'il y a des petits défauts sur l'image qui restent. Ben, les difficultés, elles apparaissent là. Alors, soit elles sont liées au matériel, soit elles sont au niveau plus technique de la monture, du suivi, soit elles sont liées plus à l'optique et au réglage, soit c'est l'interface de tout ça avec la partie acquisition, la partie logiciel, traitement. Alors oui, que je disais, les difficultés se sont décalées parce que par rapport à l'argentique, avant, il suffisait de s'assurer que sa pellicule était bien mise dans l'appareil photo et avait bien été hypersensibilisée, et c'était bon. Aujourd'hui, oui, mais il y a 40 drivers qui fonctionnent en même temps, des logiciels des fois qui plantent, et les automatisations qui se passent mal. Parce que pareil, quand on automatise, tout le monde cherche à automatiser au maximum. Moi, le premier, pour gagner du temps et de la facilité. Et l'automatisation entraîne, elle permet, quand tout marche bien, ça simplifie énormément les choses, mais ça demande beaucoup de mise en pratique préalable pour que ça marche bien. Et puis, quand ça plante, ça te fout en l'air ta nuit. Et puis ensuite, ça, c'est pour la partie vraiment acquisition. Et en sachant que plus tu es confirmé, plus en fait, ce qui va te limiter in fine, parce qu'une fois que tu maîtrises bien ton matériel, que tu as tes routines d'acquisition, bah, c'est un peu la même chose pour tout le monde, qu'on soit débutant ou confirmé. C'est la qualité du ciel, c'est la météo. C'est juste qu'on n'a pas forcément la chance d'avoir le temps d'observer la météo qui s'y prête. Et puis, plus on devient exigeant sur ces images, plus on ne supporte plus d'avoir un ciel à moitié bon ou vaguement bien, mais pas. Et là, c'est pas la peine que je sorte le matériel vu le ciel, alors que quand on débute, on s'en contente en fait. Donc ça réduit les fenêtres d'observation, les fenêtres de. Ça, c'est pour la partie donc du coup acquisition. Et puis ensuite, moi, alors évidemment, moi, j'oriente plus sur mon site où c'est plus orienté traitement. Alors les gens viennent plus me poser des questions sur le traitement, mais pour moi, c'est quelque chose à part. Il y a j'ai des gens très débutants qui me posent des questions sur le traitement. Souvent, c'est sur des basiques, parce que même s'ils ont un très bon matériel, qui savent bien s'en servir, qui connaissent le ciel, que voilà, c'est pas pour autant que le traitement, c'est facile de s'y mettre et de se lancer. Donc, bon, pour moi, c'est vraiment quelque chose à part. Parce que de la même façon, il y a des gens qui sont très, très confirmés, même des très grands noms de l'astronomie tout court et de l'astrophoto, mais qui ne sont vraiment pas particulièrement doués pour le traitement. D'ailleurs, ils l'avouent eux-mêmes et parfois, ils confient ces traitements-là à d'autres personnes qui s'y connaissent, qui maîtrisent mieux qu'eux. Donc, voilà, la ligne de progression entre l'acquisition et le traitement ne se suit pas toujours. Les lignes de progression ne se suivent pas forcément. Donc, c'est vrai que quand il y a un trop gros décalage entre les deux, là, ça peut être problématique. Il faut trouver des solutions alternatives. Mais c'est vrai que les logiciels actuels, c'est comme pour le matériel, ça permet de faire des choses 1000 fois mieux qu'il y a 20 ans. Mais par contre, c'est beaucoup plus compliqué à prendre en main et à maîtriser. Ça demande peut-être plus de temps. Ça demande de s'investir plus longtemps pour vraiment bien maîtriser ça. Ouais, alors c'est intéressant parce que quand je vous écoute tous les quatre, pardon, il y a une espèce de constante. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la progression et d'un côté une forme d'insatisfaction qui vient avec cette progression. C'est-à-dire que ce que vous décrivez comme étant difficile, c'est que finalement, mieux vous faites ou mieux on fait, et je le valide, hein, je vais complètement dans votre sens, et plus on devient exigeant par rapport à soi-même, mais en même temps, c'est quand même ça aussi le moteur de la progression. Ça peut être éminemment déprimant par moment, mais c'est un vrai moteur de progression. Si on regarde tous les premières photos qu'on a faites, je me méfierais de deux, trois gugus là, qui seraient capables d'avoir sorti des tueries à la première. Mais en règle générale, quand tu regardes tes premières photos et tu regardes la même photo que tu fais 3 ans après, où ton matériel a un peu évolué et ton niveau d'exigence a évolué, il y a déjà un monde d'écart. Mais pourtant, il ne faut pas oublier que tu as été content avec ton truc pixelisé au démarrage quand même. Ouais, et justement, ce que tu dis là, ça rejoint une autre difficulté en quelque sorte à laquelle je pensais tout à l'heure, qui est celle de prendre du recul sur les images qu'on produit. Ça, c'est très difficile parce que quand on se replonge quelques années auparavant ou qu'on regarde les images qu'on avait sorties et desquelles on était très satisfait, quelques années ou quelques mois parfois après, je dirais même quelques jours, quand on va trop vite à traiter une image, qu'on la publie et que quelques jours après, on se dit, ah bah tiens, mince, comment je n'ai pas pu voir ça? Et en fait, quand on regarde ces images d'il y a quelques années, eh ben, c'est pareil, on se dit, mais comment je pouvais être satisfait de ça ou comment je pouvais
ne pas attacher d'importance à ceci ou à cela. Et cette prise de recul sur ces images, elle est difficile parce qu'elle vient avec l'expérience, avec le temps, à force de voir les images des autres aussi, à force soi-même de traiter des images, mais aussi à force de les confronter à d'autres images et d'être nourri, abreuvé par l'ensemble des images qui sortent et de se faire une culture, de se faire un palais, un peu comme avec le vin. On ne peut pas apprécier le vin dès le départ. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est assez difficile et que seul le temps peut apporter. Mais alors du coup, compte tenu de votre expérience aujourd'hui, du recul que vous avez et de la reconnaissance que vous avez de la communauté, puis je vous sais tous assez suffisamment humble pour me dire ah ben non, mais nous on n'est pas bon ou pas trop fort, mais si vous l'êtes, et en plus c'est pas à vous de décider, mais est-ce que vous considérez que vous avez encore des points faibles, des choses sur lesquelles vous sentez que vous avez une marge de progression, ou est-ce que vous êtes arrivé à un stade où vous dites là, il y a une, alors sans parler de j'ai atteint l'absolu, parce qu'il y a un côté artistique dans ce que vous faites, dans ce qu'on fait. Donc dans l'art, on sait très bien qu'on n'est jamais au bout, c'est pas possible, sinon on n'a pas ça en soi. Mais est-ce que vous avez un point où vous dites, tiens là, ça, je vais particulièrement le travailler, j'ai à l'améliorer. Quand je vois, par exemple, ce que fait Mathieu ou Aziz ou Aurélien, tiens, ça me titille. On va faire un tour pour clore la rubrique. On va commencer dans l'ordre de mon écran. On va reprendre par Mathieu. Un point que je pense avoir résolu en partie, parce que c'est jamais résolu à 100%, et c'est aussi, ça rejoint un peu le côté infini de la progression, ça c'est jamais terminé. Et comme dans toute forme d'art, de pratique instrumentale en musique, par exemple, ou artistique quelconque, voilà, c'est infini. Il y a toujours moyen d'aller plus haut, plus loin. Bon. En tout cas, un point qu'il me semble avoir mieux compris récemment, c'est celui de la prise de recul sur les images, même si je me surprends encore à regretter d'avoir traité une image, enfin, à regretter quelques jours après des choix que j'ai pu faire sur une image, alors qu'au moment où j'ai estimé avoir finalisé cette image, je pensais vraiment avoir pris le temps, etc. C'est dans la même continuité, quoi. C'est après le traitement, je parle de mon cas, là. Après le traitement, je dirais entre parenthèses finales, à chaque fois, je dis qu'il me manque quelque chose, mais de toute façon, je me dis souvent que je me laisse de la marge pour la prochaine fois. C'est tout. Merci Non, Aziz. Ouais. franchement, il y a pas mal d'aspects. Il y a pas mal d'aspects. Je pense que la progression, je dirais qu'il y a pas mal de choses à récupérer. Il faut évoluer. Mais quand même, pour me consoler, je me dis souvent que je me laisse la marche. Écoute, moi, en ce moment, je suis plutôt dans une phase de plateau dans mes traitements. J'ai passé beaucoup de temps dans la courbe d'apprentissage. J'ai commencé avec Aziz, hein, PixInsight, dans la même période, où là, je me suis nourri auprès d'autres plus expérimentés. Là, je suis un peu en plateau et je m'aperçois que je me renouvelle pas ou je suis pas certaines actualités. Je viens de passer à peu près un an à essayer de faire attention à mes étoiles, d'avoir des couleurs. Les formes, ça va venir. J'ai beaucoup je ressens le besoin de les travailler en tout cas. J'ai travaillé sur la couleur pour que elle soit pas saturée. Donc ça, c'est mon point actuel auquel je prête attention. Mais sinon, moi, je suis un peu comme Body, hein, j'attends la vague ultime. Ouais, pareil, c'est-à-dire que je pense que c'est l'envie de progresser, l'envie de faire des belles images, c'est un moteur pour n'importe qui fait de l'astrophotographie. Donc, tu peux jamais être satisfait tu peux jamais te dire ça c'est bon, je ferai plus jamais aussi bien, c'est fini, j'ai atteint le maximum de ce que je peux faire. Déjà, c'est hyper déprimant parce que on sait jamais. Et puis, non, c'est pas possible. Alors après, en fonction, selon que tu fais du planétaire ou du ciel profond, c'est pas encore tout à fait la même chose. Dans les deux ciel profond, tu peux toujours te dire, ouais, mon image, elle est bien, j'en suis content, mais bon, si j'avais eu 50 heures de pause de plus dessus, elle serait encore mieux. Il faudrait que je la refasse avec 50 heures de pause de plus. Et puis en planétaire, ben, selon le seeing, tu peux toujours te dire que tu auras une nuit encore meilleure que la précédente, donc que tu pourras toujours faire mieux. Mais je ne connais pas d'astronomes ou d'astrophotographes qui s'estiment satisfaits par ce qu'ils font. Tu as toujours envie de faire mieux. Et la prochaine fois, c'est vrai que ça crée une émulation. Il y a beaucoup de gens qui en font avec
les forums, Astrobin, Facebook, ça, tu partages des images, et c'est des images dont tu es content, et puis tu vois une nouvelle version passer, tu fais waouh, ouais, ça vaudrait le coup que je la refasse, peut-être quand même il y a moyen de faire mieux. Et bon, ça le fait à tout le monde, donc Bon, bah écoutez, on va considérer que grosso modo, vous avez résolu une bonne partie des problèmes techniques en amont, mais qu'on a envie de dire à tous ceux qui ont encore des problèmes techniques, accrochez-vous, les emmerdes commenceront une fois que vous aurez tout maîtrisé. Mais non, en tout cas, c'est juste et encourageant. C'est vrai que les étapes se franchissent, mais faut bien se dire que c'est une espèce de quête absolue et forcément infinie, ce qui pour l'univers n'est pas si mal. Merci messieurs, on va attaquer la deuxième rubrique, l'alignement polaire. Alors là, pour l'alignement polaire, on attend Stéphane Gonzalez qui doit nous rejoindre et à qui j'ai horriblement oublié d'envoyer le lien avant 8 heures. Et ça va rester dans le montage final, parce qu'après ce que tu as dit à Aziz et à Mathieu, je suis d'accord. La plupart de ceux qui nous regardent sont familiers des pauses dites longues de quelques dizaines de secondes à plusieurs centaines de secondes, mais figurez-vous qu'il existe aussi une technique dite des pauses courtes ou lucky imaging, où chaque cliché dure 1 seconde, 500 millisecondes, voire même 250 millisecondes. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Stéphane Gonzalez qui pratique cette technique qu'il va nous présenter et dont nous allons pouvoir discuter tous ensemble. Bonsoir Stéphane, merci de te joindre à nous. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce mystérieux lucky imaging en photo du ciel profond? En fait, ça vient tout simplement, ce que disait Jean-Baptiste, ça vient tout simplement du planétaire. Donc, on va adapter la technique du planétaire sur les objets du ciel profond. Et à partir de là, on va pouvoir justement dégager toutes les images qui vont être trop abîmées par des flots de bougies, dues par exemple à une mauvaise mise en station, à des coups de vent, à une erreur périodique de la monture qui peut être un peu chaotique, enfin différents paramètres qui vont transformer en fait une image nette en image floue. Donc ça se voit pas trop si on utilise un échantillonnage large, c'est-à-dire que tous les défauts sont contenus à l'intérieur d'un photosite. Mais dès qu'on va commencer à grossir un petit peu, enfin à utiliser un échantillonnage un petit peu plus serré, tous ces défauts se verront. Alors donc le Lucky, en fait, la technique des courtes pauses, c'est justement de pouvoir sélectionner les bonnes images des mauvaises, les écarter les mauvaises, garder les bonnes. Et avec des logiciels, on va pouvoir stacker, empiler, puis obtenir justement la dynamique qu'on a besoin pour obtenir une belle image. Alors, ça veut dire des centaines de milliers d'images oui. sur une ou plusieurs nuits, alors? Oui, il faut vraiment, le temps global reste quand même le plus important en astrophoto. Alors, comment gères-tu ça en termes de stockage et puis alors, en termes de traitement derrière, parce que le processeur doit prendre un peu cher? Pas énormément en fait, parce que alors c'est le stockage qui est hallucinant, parce que une nuit c'est comme en lunaire. En lunaire, on peut facilement remplir son disque dur d'1 Tera sans aucun problème. Là, je suis dans la même ordre d'idée en fait. Hein. Je suis sur entre 150 et 250 gigas par nuit. Donc, en plus, avec la couleur, donc, quand je transforme tout ça en couleur, il faut multiplier par 4. Donc, je suis déjà entre 400 et 500 gigas. Et si en plus j'utilise du Drizzle, là, je multiplie par 6, par 7, par 10. Enfin, après, j'explose vraiment le disque dur. Mais en fait, tout ça, c'est tourné pendant une nuit ou pendant la journée, pendant que je travaille. Donc, le soir, j'arrive, hop, mon logiciel, je lui ai lancé différents paramètres pour pouvoir faire un tri bien particulier. Et après, le soir, je rentre, j'ai mon image et je dégage le stockage qui est trop important. J'ai mon image stackée et après, je travaille par-dessus. Pourquoi as-tu choisi les pauses courtes? Qu'est-ce qui t'a amené là-dessus? La curiosité? Quelque chose Oui, que la tu avais curiosité. vu? Ouais. Je faisais beaucoup de planétaires avant et les planètes, elles ont commencé à baisser, à toucher un peu l'horizon et c'était difficile pour moi d'obtenir des choses qui m'intéressaient. Et j'avais vu en fait sur certains forums des photos qui étaient vraiment hallucinantes de personnes qui prenaient des temps de pause d'1 seconde ou 2. Et en fait, je me dis, oui, en fait, on peut faire ça sur des objets du ciel profond. Et à partir de là, je me suis dit, je vais me lancer à fond, quoi. Et puis j'ai trouvé ça, enfin, j'ai découvert des objets que je connaissais pas du tout, quoi, les nébuleuses planétaires. Il y a des cœurs de nébuleuses planétaires que je ne voyais pas du tout sur les forums et qui m'ont fait complètement halluciner, quoi. La même baffe que quand j'ai vu Saturne la première fois quand j'avais 14 ans. Sur un écran, je voyais, c'était NGC 7027, c'est une toute petite nébuleuse planétaire. Je l'ai vu se détailler comme ça, c'était vraiment magnifique, quoi. Donc à partir de là, je me suis dit, faut pousser un peu plus la focale, faut passer un temps de pause global plus important et faire un tri plus sévère.
Et à partir de là, on obtient des résultats de plus en plus intéressants. D'accord. Ça fait combien de temps que tu pratiques le Lucky Imaging? Oh, ça fait depuis 2015-2016, donc ça fait 5-6 ans. D'accord. Et tu as complètement arrêté la pose longue et tu ne fais que Ah du non, je faisais Lucky ou vraiment est-ce que pas tu fais encore... je faisais pas de pose longue. Mon matériel n'est pas adapté pour la pose longue, en fait. J'ai un 300 mm posé sur une Atlas, une EQ6. D'accord. C'est vraiment au niveau de l'équilibre. Si j'utilise un autoguidage, je vais vraiment trop abîmer les engrenages. Ce serait vraiment difficile pour la monture. Il peut y avoir un peu de vent, enfin, des choses comme ça. Et donc, en fait, moi, j'avais un setup et je me suis adapté par rapport à ça. Et en fait, les pauses courtes répondent un petit peu à ce genre de truc. On peut faire vraiment, on peut utiliser des instruments qui ne sont pas ou peu adaptés à l'astrophoto du ciel profond, quoi. C'est une question moi, que j'avais envie de poser à Stéphane, justement, c'est quels sont au niveau matériel, parce que faire du Lucky Imaging pour descendre en pause courte, voire très courte, il faut que ça soit sur des objets qui soient suffisamment brillants. Alors après, j'imagine que tout dépend du télescope, mais c'est quoi le diamètre un peu, la configuration un peu minimale pour en faire? Est-ce que c'est Ah, 300, 400 millimètres j'ai fait des tests assez intéressants avec une petite lunette de 66 SD, donc avec une toute petite focale, une toute petite ouverture. En fait, il faut être simplement cohérent avec son échantillonnage. Donc là, j'ai pu utiliser des temps de pause d'une seconde. Mais en fait, j'ai pu éviter tout le protocole autoguidage, la mise en station parfaite. J'ai tout enlevé ce côté-là. Et en fait, je me suis vraiment focalisé que sur la capture. Donc, avec ma petite lunette, ma petite caméra planétaire, j'ai pu obtenir des photos assez intéressantes pour pouvoir au moins obtenir des objets, voir des objets qui sont vraiment assez sympas à voir. Après, il peut y avoir un défaut, c'est que l'arrière-plan peut disparaître. Alors que les poses longues apportent de la matière dans l'arrière-plan. Les poses courtes ne l'ont. C'est pas encore ça. Mais en poussant un petit peu différents paramètres, on arrive à obtenir quelque chose de cohérent. Spontanément, Effectivement, moi, j'ai utilisé cette technique. J'ai utilisé cette technique en 2017. C'était à travers un MID 14, mais pas aux poses de moins d'une seconde. C'était des poses de 2 secondes ou 4 secondes de mémoire. C'est vrai, le site, il n'était pas parfait pour ça. C'était en centre-ville, une ville presque de 1 million de bonhommes et autant de pollution lumineuse, mais je le faisais juste pour tester, quoi. Franchement, jusqu'à maintenant, la cible que j'ai faite, c'était M51, 57. Oui, c'est M57. Franchement, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu autant de détails sur les pauses, longues pauses que sur entre parenthèses, le Lucky Imagine. Mais franchement, je trouve qu'il y a pas mal de limites. Je pense que les objets moins brillants, il faut quand même du diamètre, sinon il faut vraiment un excellent ciel. C'est des limites, ouais, c'est une contrainte plutôt. Je dirais plutôt une contrainte. Cette contrainte, elle peut être repoussée avec la technologie. Les caméras d'aujourd'hui, pour l'instant, possèdent ce qu'on recherche dans une caméra pour faire du Lucky, ça va être le faible bruit de lecture. C'est ce paramètre qui est très important. C'est le signal utile qu'on va pouvoir récupérer dans tout ce fourmillement de photons, quoi. Donc, il faut que les objets soient assez lumineux. Mais en fait, plus on avance dans le temps et plus les caméras sont sensibles et plus on peut gratter, disons, certains objets qui sont. Là, j'ai vu des photos d'une galaxie qui est assez de Mach 15. C'était, je crois que c'est la tulipe. Enfin, je sais plus trop. Mais c'est hallucinant, quoi. Les détails, le cœur, tout est parfait et tout est fait en Lucky Imagine. La bulle aussi, NGC 7765, je crois. C'est un objet comme qui est assez, 35, ouais. voilà, c'est un objet comme assez ténu et on arrive à obtenir des détails sur la petite queue qui est au milieu, sur des contrastes, on arrive à obtenir des choses vraiment très intéressantes. Après, c'est vrai qu'il y a la limite, c'est si évidemment on peut pas faire les dentelles, on peut pas faire du SHO pour l'instant. L'alpha commence à apparaître. On arrive à faire des objets. Moi, j'ai fait M27 en H alpha avec des pauses de 4 secondes. Alors 4 secondes, je me dégage un petit peu du Lucky Imaging. Mais en fait, il n'y a pas que le Lucky Imaging, il n'y a pas que le seeing qui peut abîmer nos images. Il y a des flous de bouger, il y a différents flous de bouger. Il y a un petit peu de vent par chez moi, par exemple. Ben, toutes les photos, toutes mes routes unitaires qui sont touchées par le vent, je les enlève. Et par exemple, l'erreur périodique de ma monture est assez importante aussi. Donc ça, je peux l'enlever. Alors, je pourrais faire autrement. Je pourrais passer du temps pour régler.
Mais en fait, au fur et à mesure du temps, je me rends compte que j'en ai moins de temps pour photographier le ciel. Donc, le peu que je peux passer, je voudrais le passer à fond. Donc, le Lucky Imaging peut répondre à cette demande. En fait. Le fait que ce soit, on arrive sur un site, on pose sa monture, on fait une mise en station perfectible, hein, mais du moment qu'elle soit assez stable, et on lance nos captures. Après, il y a tout un protocole de traitement qui se fait derrière. Mais je trouve que c'est assez facile au niveau de la capture. Jean-Baptiste, tu disais qu'il y avait un matériel peut-être minimum nécessaire. Et ça m'évoquait le diamètre, bien sûr, puisque pour pouvoir bénéficier d'un échantillonnage fin de type 0,5, 0,4, 0,3 arc pixels par seconde, il faut le diamètre qui permette d'avoir la résolution théorique de l'instrument qui s'approche de cet échantillonnage. Autrement dit, au minimum 250 mm pour s'approcher d'une résolution théorique de 0,5 qui suivra l'échantillonnage. Avec un 150 mm, on arrive à faire des choses très intéressantes. Évidemment, si on veut avoir des détails sur des nébuleuses planétaires, par exemple, donc là, il faut du diamètre, il faut de la lumière, parce que ce sont des objets qui sont petits. Comme tu disais, il faut vraiment utiliser une focale importante. Donc là, oui, il faut du diamètre. 300 mm pour des nébuleuses planétaires, c'est bien. Parce qu'au niveau de l'acquisition, le secret justement pour avoir autant de détails sur les photos que tu as sur des nébuleuses planétaires, par exemple, il y en a qui sont complètement dingues. Au niveau de l'échantillonnage, c'est quoi? C'est de suréchantillonner pour faire du drizzle derrière, pour faire de la déconvolution? Exactement. Ouais, exactement. Du drizzle et suréchantillonner. Le drizzle, justement, il ne sert que si justement la cible bouge un petit peu. Ouais. Voilà. Enfin, ça, ouais. Mais il faut échantillonner dessus. Il faut vraiment utiliser. Mais pour pouvoir échantillonner, il faut qu'il y ait de la lumière, parce que si évidemment l'objet disparaît complètement, ça n'a aucun intérêt. Déjà, le logiciel ne pourra pas suivre. Au début, j'étais un petit peu à me dire non, il faut que je descende le plus bas possible. Tant pis, il faut que le logiciel suive. Mais je perdais beaucoup de mégaoctets en fait de données et tout ça. Et en fait, j'augmente légèrement mon temps de pause. J'ai des étoiles guides qui sont pas très loin, c'est pour ça que j'ai un capteur qui est un tout petit peu plus grand. Et même si j'ai pas de correcteur et tout, même si ça part un petit peu en flou sur les côtés, je me sers vraiment d'étoiles guides qui sont un petit peu lumineuses sur les côtés pour pouvoir stacker ma cible principale. Le Lucky Imaging, c'est ça en fait, on se focalise sur un objet précis. Par exemple, on fait Jupiter, Saturne, Uranus, c'est vraiment un objet bien particulier. Voilà, c'est pas, on prend pas un objet dans cette globalité. C'est vraiment particulier. C'est pour ça que des fois, sur des images en Lucky, on peut voir le cœur qui est bien détaillé et à côté, c'est un petit peu flou. Il y a un petit peu cet effet-là. C'est un des défauts que je trouve. Pour l'instant, on avance avec le matériel qu'il y a et puis je pense que d'ici quelques années, on va pouvoir. Je pense que d'ici quelques années, d'ailleurs, les pauses courtes vont surplanter les pauses longues. Oui. C'est ce que Thierry nous disait lors d'une émission précédente. Lui, il s'attend effectivement à ça. Il s'attend même à ce que les problématiques d'autoguidage deviennent obsolètes de par la puissance des capteurs. Tu as des capteurs avec des pixels de plus en plus petits, avec un bruit de lecture de plus en plus faible. Donc, ça favorise les pauses courtes. Après, est-ce que ça supplantera complètement? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a, comme dit Stéphane, c'est-à-dire que tu as toujours une partie centrale plus lumineuse qui est très fine et puis un petit peu plus de flou sur les autres. Peut-être que la solution, ça sera de faire un mix, mais peut-être qu'avec le même setup, tu pourras faire à la fois la pause courte et les pauses un peu plus longues pour le reste du champ, quoi. Oui, je pense que c'est vraiment l'avenir, ça. L'intermédiaire avant la disparition des pauses longues, oui, ce serait vraiment l'intermédiaire. Les pauses hybrides. Après, il ne faut pas qu'il y ait trop d'incohérence entre les plusieurs secondes qu'on va utiliser pour l'arrière-plan et les 500 millisecondes qu'on va utiliser pour le cœur. Parce que la PCF, enfin, les étoiles à côté vont vraiment grossir et du coup, on va perdre un petit peu de cohérence quoi, sur les images. Ouais. Est-ce que tu as un gain avec le suréchantillonnage et le drizzle? Oui, ça c'est un point qui m'apporte beaucoup d'avantages au niveau du traitement. Je peux pousser un petit peu plus loin le micro-contraste. Et après, ce que je fais généralement, c'est que je grossis beaucoup mon image, je la traite, et après je la réduis. Ce qui fait qu'au niveau du bruit que je peux obtenir, j'arrive quand même à le gérer plus facilement.
Oui, merci beaucoup Stéphane, parce que d'abord, on aura eu en illustration quelques-unes de tes photos et d'autres photos réalisées en Lucky Imaging. Donc, c'est toujours intéressant de découvrir un peu ce qu'on peut faire par ce biais-là. Plus accessoirement, t'en parles avec une passion qui, j'espère, sera communicative auprès des personnes qui nous regardent et qui, pour tout dire, me donne envie de faire une vidéo spécifique là-dessus au niveau de la chaîne parce que ça peut intéresser, je pense, pas mal de monde. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir pris du temps pour nous présenter ça. Merci, en tout cas, c'était sympa de m'avoir invité. Donc la rubrique Plaid Solve, rubrique dans laquelle on vous propose un objet à photographier en ce moment, et c'est Mathieu et Jean-Baptiste qui vont s'y coller aujourd'hui avec non pas un, mais deux objets qu'on va présenter assez vite, messieurs, je compte sur vous, et on va commencer par Mathieu. Alors, je vais vous présenter donc rapidement l'objet Caldwell 1, donc du catalogue de Caldwell, qui est aussi appelé NGC 188. Donc, c'est un amas ouvert, tout simplement, qui a la particularité d'être situé tout près du pôle Nord, tout près de l'étoile polaire, en fait, ce qui le rend donc accessible toute l'année, en tout cas pour nous dans l'hémisphère Nord, évidemment, puisque c'est un objet circumpolaire de la constellation de Céphée, plus précisément. Donc, c'est un amas ouvert qui est superbe, qui est vraiment très joli à observer et qui est entouré de beaucoup de nébulosités d'IFN, ce qui le rend d'autant plus intéressant en photo du coup, puisque en longue pose, on va pouvoir donc évidemment photographier les étoiles qui constituent cet amas ouvert et elles vont être entourées de beaucoup de nébulosités qui seront accessibles à différentes focales. Je m'explique en grand champ, donc avec une focale de 300, 400 ou 500 mm, parce que j'appelle moi grand champ, on va avoir une grande zone de nébulosité avec au milieu, par exemple, du cadrage, l'amas ouvert, ou sur un côté. Après, voilà, le cadrage pourra être un choix intéressant en fonction de la densité des nébulosités d'IFN qu'on pourra repérer au préalable sur un logiciel ou sur une photo d'un autre amateur et faire son cadrage en fonction de cette densité de nébulosité et de l'objet lui-même, en le mettant plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite, etc. Et donc faire une très jolie composition avec cet amas ouvert. Et en essayant de faire ressortir la couleur de ces étoiles par le temps de pause et puis par le traitement, bien évidemment. Tout comme on pourra, avec une plus longue focale, aller chercher de la résolution sur la séparation des étoiles de l'amas, ce qui sera aussi très intéressant. Et auquel cas, même à longue focale, donc à partir de 1000 mm de focale, on aura tout de même des nébulosités d'IFN dans le champ avec un capteur de taille moyenne type 4 tiers ou APS-C, par exemple. Donc, à n'importe quelle focale, on aura dans tous les cas l'amas ouvert et les nébulosités ambiantes. Et donc, c'est un objet que je trouve très joli et que j'ai redécouvert en écrivant justement le catalogue de Caldwell dont on parlait tout à l'heure et qui est vraiment fascinant, hein. C'est un très bel objet et qui est peu connu, alors que pourtant, il est photographiable toute l'année. Ce qui est quand même le mérite d'être intéressant, surtout si on veut faire des longs temps de pause. On sait que là, on a toute l'année pour poser et faire ressortir cet IFN dont on sait très bien que c'est assez délicat, que ça demande des longs temps de pause, justement. Voilà un petit peu l'objet dont je voulais parler aujourd'hui. D'accord, merci Mathieu. Jean-Baptiste, lui, va s'attaquer à un classique de l'astrophotographie et par lequel tous ceux qui démarrent sont passés, mais pas que. Oui, bah c'est sans originalité, mais c'est un des objets les plus magnifiques du ciel, effectivement, M31, la grande galaxie d'Andromède. C'est la seule qui soit visible à l'œil nu avec un bon ciel, mais aux jumelles, en tout cas, c'est un spectacle absolument magnifique. C'est un objet que tout le monde a fait ou fera. C'est un objet par lequel beaucoup de débutants commencent. C'est un objet qu'on aime bien refaire quand on a plus d'expérience. Et même quand on est confirmé, on trouve toujours des sources pour y revenir et aller plus loin ou l'aborder sous un autre angle que la fois d'avant. Donc c'est un objet dont, enfin, en tout cas pour moi, mais je pense beaucoup d'astronomes ne se lassent jamais d'y revenir. Il y a moyen de la prendre de plein de manières différentes. On peut la prendre plutôt en grand champ. Comme je disais, elle fait au moins 4 fois la taille de la pleine lune en dimension visuelle dans le ciel. Donc, c'est un objet qui est énorme. Ça peut se faire avec un téléobjectif, ça peut se faire avec une petite focale. On peut même essayer de prendre un champ assez grand pour l'avoir avec M33, qui n'est pas si loin que ça, mais il faut quand même un objectif quand même assez
assez petit en focale. Et puis, plus on monte en focale, plus on peut aller espérer aller détailler, on peut même aller détailler les bras de la galaxie. L'idéal, c'est d'avoir une focale intermédiaire pour ceux qui veulent faire une image, on va dire, classique de la galaxie d'Andromède. C'est un peu piégeux parce que, attention à l'acquisition, on ne voit pas forcément sur les brutes la dimension réelle de la galaxie. C'est quand on va empiler sur plusieurs heures qu'on va se rendre compte qu'en fait, les bras qu'on voyait, c'est que la partie un petit peu interne, pas interne, mais il y a encore beaucoup de bras qui se prolongent plus loin et qu'on découvre ensuite en empilant au traitement. Donc, c'est un objet qui est très connu et qui est très grand. Donc, on pourrait se dire que c'est un objet qui est très facile à faire. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas parce que il y a des difficultés techniques, à la fois pour le cadrage, pour être sûr de bien que ça rentre en entier dans le cadre. Il y a le cœur en général qui est beaucoup plus brillant et donc qui en général sur les photos est cramé. Donc ça oblige à faire une série de poses courtes, à combiner tout ça au traitement avec les poses longues. Donc c'est pas facile non plus au traitement. Et surtout, la principale difficulté, c'est que comme c'est un objet qui est très souvent fait, et on voit des centaines de M31 chaque automne, et il faut trouver, si possible, une occasion de se démarquer un petit peu. Alors, ça peut être avec la qualité des acquisitions, la qualité des brutes, du ciel, du temps de pause, de l'aborder sous un angle particulier. Les débutants, évidemment, chercheront à déjà faire une belle image avec des belles couleurs, parce que c'est une galaxie qui est très colorée. Attention à la calibration des couleurs lors du traitement. On en voit beaucoup qui sortent plus vertes, ou intégralement bleues, ou intégralement roses. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, pour les plus confirmés, à partir d'un C11 ou d'un instrument qui doit faire 250-300 mm de diamètre, on peut commencer à aller chercher aussi vraiment les petits amas globulaires qui sont autour de M31. Il y en a certains qui sont plus gros que l'amas du Toucan, par exemple, de notre galaxie, et qui se repèrent avec un C11, typiquement, ça se repère très bien. Et on peut s'amuser à aller chercher comme ça les amas globulaires autour d'Andromède. On peut s'amuser à aller retrouver la variable, la céphéide qui a servi à Hubble pour faire sa mesure de la distance de la galaxie d'Andromède. Donc, il y a une quantité infinie de manières de l'aborder et de la traiter. Et, comme on parlait avant des courbes de progression, c'est un très bon objet. C'est pour ça que je recommande de bien soigner les acquisitions, parce que c'est un objet dont on peut reprendre les traitements. Et généralement, quand on fait plusieurs versions, on peut toujours se resservir de ses anciennes brutes. Moi, perso, sur M31, mes anciennes brutes m'ont aussi beaucoup servi. Et ça permet aussi de mesurer la progression qu'on a en termes de traitement, de revenir à ces brutes sur M31. C'est un bon objet pour jauger de sa progression, je trouve. Écoute, ça donnera effectivement, ça servira de chandelle standard pour les astrophotographes. Merci Mathieu et Jean-Baptiste pour ces conseils avisés. Et nul doute qu'on en verra quelques-unes fleurir. D'ailleurs, il me semble qu'on a quelques-unes des M31 là, qui nous ont été soumises pour la rubrique traitement. Et ça tombe bien puisqu'on va l'attaquer immédiatement. Rubrique traitement, c'est parti. On a David qui nous a envoyé une M31 dont vient de nous parler Jean-Baptiste. Donc, on va regarder ces M31 au niveau des exifs, que je ne dise pas de bêtises. Réalisé avec un Omégon LX2, un Olympus OMDE M5, un Samyang 135 mm, alors il dit fermé à 2.8, mais j'aurais dit ouvert à 2.8, 360 x 40 secondes. Non, vous diriez quoi, fermé, ouvert? Ouvert, moi j'aurais dit. Ouais, ouvert. Ouais. Oui, c'est parce qu'il n'a pas mis au maximum, peut-être. D'accord. Ouais. Donc, ça va être à F2 au maximum sur celui-là, je crois. Ok, donc faites avec Dark Offset Flat, empilement avec Cyril, traité avec la version d'essai de PixInsight en suivant un tuto. Messieurs, votre avis sur cette M31? Globalement, moi je dirais que c'est une belle image. Puis il précise dans son mail que c'est ses 2 premières photos faites avec un système de suivi. Alors depuis, apparemment, son setup a évolué, mais en tout cas, c'est une belle image. Globalement, au niveau des couleurs, c'est là où je disais c'est pas un objet qui est facile au niveau des couleurs. On a souvent tendance à vouloir faire ressortir les bras des galaxies très bleues, le centre très rouge. Sur Andromède, c'est un peu plus subtil que ça. Il y a des zones qui sont vraiment bleutées. Il y a beaucoup d'étoiles d'étoiles bleues. Et vers le centre, globalement, effectivement, ça tend vers le plus jaune-orange et c'est pas vraiment franchement rouge. Et au niveau de la calibration des couleurs, sur celle-là, ça me semble assez juste, même si on pourrait reprocher que c'est peut-être un petit peu uniforme entre le centre et les bras, en dehors des zones plus bleues qui ressortent vraiment.
au niveau de la couleur globale de la galaxie, c'est peut-être un petit peu uniforme. Sinon, on voit bien les bras. Il y a pas, on pourrait peut-être renforcer un tout petit peu la visibilité des détails et des beaux détails dans les bandes de poussière. Mais bon, là, on est à 135 mm, donc il ne faut pas en demander trop non plus. En revanche, une photo qui me semble assez homogène. La seule peut-être limite, c'est que c'est 360 x 40 secondes. Et avec 40 secondes, eh ben, les extensions des bras n'apparaissent pas complètement. Donc, elle est un petit peu amputée d'une partie de ses bras, là, Andromède, mais ça, voilà, compte tenu du temps de pause et du matériel utilisé, moi je trouve que c'est une photo qui est très agréable à regarder. C'est une image, je vois que c'est une très belle image. Les étoiles sont rondes, synonyme d'un bon guidage, mais bon guidage, 40 secondes, c'est pas énorme. Et comme JB vient de dire tout à l'heure, bon, il y a pas mal d'extensions qui sont pas là, vu le temps de pause. Pour le cadrage, je vois qu'il est excellent. Et il y a une petite dénote, je note un petit problème soit de back focus et sûrement quand j'y vais un petit tilt, il est en haut à gauche. Côté traitement, j'ai deux remarques. La première, c'est côté étoile. Je trouve, à mon goût, la saturation colorimétrique des étoiles, elle est un petit peu poussée. Et la présence du bruit de chrominance sur le fond du ciel est encore un petit peu présent. Mais mis à part ça, c'est une image globalement jolie à regarder, quoi. L'impression globale, elle est plutôt bonne sur les couleurs. Effectivement, il y a peut-être un poil de saturation en trop, notamment dans le bleu des bras. Alors moi, personnellement, si vous voulez savoir, je crois que je n'ai jamais fait ressortir le bleu des bras de la galaxie. Alors justement, comme disait Jean-Baptiste, peut-être qu'il faudrait que je la refasse. J'aime bien quand on conserve un cœur lumineux, parce que c'est bon, sans se rapprocher de la dynamique réelle, parce que les capteurs sont pas capables de retranscrire toute la dynamique de cette galaxie. Je préfère que ça reste lumineux comme c'est là, plutôt que tout plat avec les détails à l'intérieur. J'ai un petit doute sur peut-être la mise au point ou la saturation. Je sais pas, un des deux qui a. Voilà. Je donnerai un conseil pour évoluer, de faire attention au fond de ciel. Je me demande s'il n'y a pas utilisé la saturation sans masque, parce qu'effectivement, la chrominance, le bruit chromatique du fond de ciel, il ressort beaucoup. Peut-être qu'il y a un peu de travail à faire là-dessus, mais globalement, franchement, j'aime bien pour voir de loin, c'est très agréable. Je trouve qu'elle est sympa à regarder. Oui. Elle est plutôt plaisante à l'œil. Mathieu? Le bruit de chrominance, c'est ce qui m'a attiré l'œil en premier, en tout cas en termes de défauts, parce que les qualités, elles ont été données. Le bruit de chrominance dans le pourtour du disque de la galaxie. Après, dans le fond de ciel, bon, j'ai envie de dire c'est normal, mais ça peut se traiter. Là, en l'occurrence, il serait intéressant de le traiter en priorité sur la galaxie, ce bruit de chrominance, pour homogénéiser un peu plus sa couleur. Et pour la couleur des étoiles, là, pour le coup, moi, je suis assez. J'aime bien. J'aime bien la couleur de ces étoiles et je ne la trouve pas trop saturée, contrairement à Aziz. Mais là, on sait très bien que c'est une affaire de goût. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'elle soit là, la couleur des étoiles, parce que ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas facile. Donc là, on peut saluer le travail qui a été fait au niveau de la calibration des couleurs, parce que c'est vraiment très beau. Bon, ben, ça va être très encourageant, je pense, pour David, parce que, mine de rien, ça fait pas si longtemps qu'il utilise le suivi, donc qu'il avance, et ben, ça lui donnera un bon référent. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal comme début. On va passer à la deuxième photo. Alors, on va écluser la problématique M31. Mais cette fois, on va passer à Pierrick, qui, alors lui, nous propose une de ses seules photos, puisqu'il ne pratique la photo que depuis 6 mois, qui est également une M31, prise en août 2021, 90 x 60 secondes, avec un gain 111 30 d'arc, un traitement Cyril, Samyang 135 ouvert à f2, une monture AZ GTI en mode équatorial, une AS6 183 MC non refroidie, un filtre néodymium Earcut Moon and Skyglow, et que Pierrick soumet assez lucidement à vos avis, mais il aurait besoin de quelques conseils pour progresser, notamment sur un problème d'artefact sur le contour des étoiles. C'est assez différent parce qu'on n'a pas du tout le même rendu.
Alors d'abord pour la colorimétrie, hein, vous remarquerez que c'est pas du tout la même chose. On est un peu plus uniforme quand même, on est sur une teinte ambrée. Il y a moins de nuances, hein, beaucoup moins. Il y a beaucoup moins de saturation aussi. Par contre, les détails sont intéressants. Les étoiles aussi. Par contre, j'ai pas retrouvé alors son problème d'artefact. Ouais, ok. Donc moi, je donnerais juste comme conseil de pas toucher, pas chercher à rehausser les étoiles en fait. D'exclure les étoiles du rehaussement par détail. Au niveau des artefacts dont il parle, c'est le cercle rouge autour des étoiles. Ça, je pense que c'est juste du chromatisme. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le même téléobjectif que la photo d'avant, et ouvert à f2 et pas à f8, à f2.8, pardon. À f8, non, c'est pas conseillé. À f2 de 8. Alors, peut-être fermer un tout petit peu fermer peut-être d'un cran ou deux pour limiter justement les effets comme ça sur les étoiles, même si je trouve que sur l'ensemble du champ, les étoiles, elles ont plutôt une bonne tête. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait peut-être une plus grande différence entre F2 et F2.8 au niveau de la tête des étoiles, de l'aspect des étoiles. Et alors, elles bavent un peu sur le côté, mais c'est normal. Ouvert à F2, on peut difficilement y échapper avec un téléobjectif. Donc, ça, c'est normal. Donc, au niveau des étoiles, moi, ça ne m'a pas choqué. Il faut vraiment aller regarder, zoomer sur la foule. Et après, c'est un résidu de chromatisme qui reste là. Il y a quelques techniques pour pouvoir le retirer, l'amoindrir, on va dire, ou le masquer un petit peu au traitement, même si on ne peut pas tout à fait le retirer. Je cherchais avec quoi il avait fait son traitement. Ouais, voilà, c'est Cyril. Pareil, on a souvent autour de M31, alors souvent, est-ce que c'est lié au flat, est-ce que c'est lié au retrait de gradient? Ça peut être souvent un peu des deux, mais là, en l'occurrence, je ne saurais pas dire, mais il y a toujours cette espèce de zone un peu sombre autour de la galaxie qui ne correspond pas à la réalité. Et ça vient souvent d'un problème d'un retrait de flat ou d'un retrait de gradient, plutôt, où on n'isole pas suffisamment la galaxie. On peut noter là, par contre, que les extensions, elles vont plus loin que sur la photo d'avant. Donc, même si ça reste ténu parce que le temps de pose est limité, on voit un peu mieux les extensions. En revanche, au niveau de la couleur, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur. La galaxie Andromède, elle a quand même des belles couleurs. Et là, c'est dommage, c'est qu'elles sont. Alors, c'est un rendu plus naturel, plus doux, moins saturé, mais il n'y a pas de couleur. Donc, moi, je trouve ça un peu gênant. Il faut savoir que c'est compliqué. Je crois qu'il a un capteur couleur, si je ne dis pas de bêtises. C'est un capteur couleur, mais associé à un filtre Bader néonidium. Skyglow, je ne sais plus le nom exact, comment ça s'appelle, mais moi j'en ai un aussi de ce filtre-là. Néodymium. Néodymium, c'est ça. Et, alors c'est efficace sur les nébuleuses. Pour les galaxies, moi je ne le recommande pas, justement parce que ça flingue totalement la calibration des couleurs. C'est très compliqué de réussir à obtenir une calibration des couleurs correcte une fois qu'on a utilisé ce filtre-là, qui est quand même assez restrictif et qui coupe pas mal du spectre. Il faut savoir que contrairement les nébuleuses, c'est vraiment ce filtre-là, il est censé améliorer la visibilité des nébuleuses. Donc ça met en valeur des raies et du spectre qui sont particuliers aux nébuleuses, donc le H-alpha, le O3, etc. Les galaxies, c'est des objets à spectre continu. Les étoiles, elles éclairent dans tout le spectre. Donc si on coupe avec ce genre de filtre, derrière, eh ben, on ampute une partie de la couleur, notamment dans le bleu. Alors le rouge passe encore bien, mais dans le bleu et dans le vert, ça coupe quand même pas mal. Et c'est compliqué d'ailleurs de retrouver une bonne calibration de couleur. Donc, faut voir ça sur l'objet, mais ça se voit aussi sur les étoiles, parce que les étoiles n'ont pas beaucoup de couleur non plus. Donc, c'est le signe qu'il y a un souci. Si l'objet n'a pas de couleur, on peut se dire qu'on a raté quelque chose. Si les étoiles n'ont pas de couleur, c'est que là, il y a un problème peut-être plus profond, soit du traitement, soit là, je pense que c'est lié aussi à la méthode d'acquisition avec ce filtre-là. D'accord. Bon. Et justement, pour rejoindre l'analyse de Jean-Baptiste, je pense que, en plus que le problème du colorométrie de la galaxie qui tire trop vers le jaune, c'est en plus du problème du filtre néodymium, je pense que, comment il s'appelle déjà, pardonnez-moi, c'est Pierrick. Pierrick, oui. C'est soit l'acquisition est faite en présence de la Lune, on ne sait pas. On ne sait pas parce que vraiment la Lune, elle aussi, elle altère la colorométrie, ou bien la pollution lumineuse. Je pense que ce sont des facteurs qui altèrent la colorométrie, en plus du filtre vraiment qui gâche complètement
cette colorométrie. Donc là, on va retrouver Sébastien qui nous propose Melotte 15 dans la nébuleuse du cœur. Alors, il nous a fourni 2 images, un STF de son empilement et une image traitée pour vous aider à mieux comprendre où ça a pu, où ça a pu partir de travers ou où ça a pu bien marcher. Soyons quand même positifs. Le setup avec lequel Sébastien a travaillé, c'est un Newton Skywatcher 150-750, une HEQ 5 Pro, une ASI 533 couleurs, un correcteur réducteur 0,95, un focuseur ZWO. Il est guidé au diviseur optique, filtre optolong à l'extrême, le tout dirigé par un ASI-R Pro avec 15 fois 10 minutes pour les lights, des dark, des flats, des offsets, enfin dark flat et offset, pré-traitement PixInsight, et ensuite avec Photoshop et Lightroom en avant pour la 1805, messieurs. Enfin, sur Melotte particulièrement. Je conseillerais juste de faire attention à ne pas trop noircir le fond de ciel. C'est intéressant d'avoir l'image brute, enfin sortie d'empilement en STF, en visualisation STF. Ça donne toujours une bonne idée de ce qu'on peut obtenir. En général, ce que je constate dans mes traitements, c'est qu'il faut essayer de se dégager un petit peu de ce que le STF peut montrer. Souvent, le STF en montre plus que ce qu'on peut réellement faire ressortir de manière propre à l'image. Alors, plus on progresse, plus justement la frontière se recule, voire on peut aller au-delà de ce que le STF propose dans certains cas. Là, c'est intéressant de voir la STF. Pourquoi? Parce que la STF, elle montre que l'image, la dynamique globale de l'image, elle est bonne. Les étoiles, elles sont bien. Il y a du signal partout dans la nébuleuse. Il y a des détails dans le fond, dans le fond de la nébuleuse, dans les zones plus ténues de la nébuleuse, notamment autour de la partie intermédiaire, vraiment entre les bandes de H-alpha et Melotte, la partie vraiment centrale du cœur, là où il y a la majorité des étoiles de la même Melotte 15. Ce qui est dommage dans son traitement, c'est que malheureusement, ces détails-là, ils ne sont pas vraiment bien mis en valeur. C'est-à-dire que quand on regarde son image finale, comme dit Aurélien, c'est-à-dire ne pas le fond de ciel est trop noir, sauf qu'en réalité, quand on regarde la STF, c'est pas du fond de ciel. Dans l'image qu'on a ici, il n'y a aucun fond de ciel. Quand je dis fond de ciel, c'est un fond de ciel absolu, quoi. C'est-à-dire où il n'y a rien d'autre que des étoiles. Et là, il n'y a que des nébulosités dans cette zone-là. Donc, c'est pas normal d'avoir des zones qui sont complètement noires. Ça veut dire que juste qu'on a perdu de l'information, perdu du signal. Il y a du signal qui est perdu dans le noir, alors qu'il y a des détails. On voit aussi bien dans la zone plus qui correspond aux nébuleuses ténues que dans les zones où il y a des plus grosses structures sur la gauche de l'image. On voit que ça a été lissé, que du coup, on a perdu des détails parce que les nuages sombres dans ces zones-là, ils ne sont pas homogènes. Il y a des détails, il y a des enchevêtrements de matière qui ont fait place à des blocs un peu plus sombres et gros et sombres et qu'on perd de l'information au détail. Et la dynamique au final de l'image, elle n'est pas non plus très bonne. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de zones brillantes, beaucoup de zones très foncées. Et au final, ça fait une image où il y a moins de progressivité entre le foncé et le clair. Et c'est une image où il y a moins de subtilité, où il y a moins d'informations au final, parce qu'elle est trop contrastée. Je vais ajouter juste 2 choses, quoi. Déjà, le cadrage que je trouve excellent. Au lieu de centrer sur Melotte 15, il a préféré la décaler un petit peu pour mettre en valeur les petites formations juste à gauche. Ce que je trouve dommage, c'est le HDR qui est trop poussé. Là, on voit déjà qu'il y a trop de il y a trop de détails et ça aplatit l'image. Par conséquent, ça aplatit l'image. Et je note, non, je pense que déjà Jean-Baptiste a dit, ça concerne le fond du ciel. Franchement, le fond du ciel, là, il est complètement noir et franchement, c'est dommage de perdre pas mal d'informations sur cette image-là. Alors, je ne sais pas si ça vient de l'utilisation du filtre ou du traitement, mais c'est vrai que les étoiles n'ont pas de couleur. C'est ce que j'ai remarqué en ouvrant l'image. Ouais, en parlant des étoiles, je ne sais pas si vous avez remarqué des élongations quand même, notamment dans les coins, qui sont assez balèzes. Hein. Ah bah ça, c'est la coma. Hein. Alors, je ne sais pas s'il a un correcteur de coma ou s'il a une collimation qui est mal faite.
Oui, pense oui, qu'il y il a a un correcteur. Il a un Ouais, correcteur apparemment. ouais, bah en fait, c'est vrai. Et à gauche. Ouais. Oui. Ouais. Ah, ouais, à droite aussi. Je pense que c'est du Ouais. tilt. En haut à droite, moi je pense que c'est C'est toi peut-être l'expert des étoiles. Hmm, surtout en bas à gauche, effectivement. Ouais, c'est là que c'est le plus marqué. Maintenant, dire si c'est du tilt ou un léger défaut de décollimation du miroir secondaire, c'est toujours difficile sur un Newton de distinguer les deux. D'autant plus tant que le back focus n'est pas parfait. C'est vraiment la première chose à s'assurer, c'est que le back focus soit nickel, enfin la collimation, hein, puis le back focus, pour ensuite savoir s'il y a un tilt. Là, comme ça, on ne peut pas dire c'est du tilt ou c'est autre chose. Alors, on va passer à Thierry, qui, lui, en est à 10 gros mois d'astrophoto en ciel profond, qui nous envoie 2 photos prises l'hiver dernier, donc on va en sélectionner une, et comme on a pas mal de galaxies, ben, on va rester sur les galaxies, donc on va prendre M33. Son setup, c'est une Esprit 120 avec correcteur, une QHY 168C sur AZ EQ66, capturée avec Nina, autoguidage PHD2 avec un chercheur et une ZWO 120 dessus. Sa M33, c'est 60 x 120 secondes avec dark et flat, capturée sous Nina et traitée sous PixInsight. On voit que Terry, dans son message, apparemment, il a à peine 10 mois d'astrophoto. Ouais, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Ouais. Déjà, en sortir une image en à peine 10 mois d'expérience, c'est déjà pas mal. Hein. On voit concernant l'image que le signal, il est là, les étoiles, elles sont rondes, synonyme que le guidage, il est bon. Le cadrage, je trouve, il est excellent. Il y a absence de coma ou de tilt, ce qui fait que bon, le back focus, il est bon. Mais côté traitement, je pense que notre ami a tiré un petit peu sur le fond du ciel. Et comme on a dit tout à l'heure, si on tire sur le fond du ciel, c'est qu'on a envie de cacher quelques défauts. Je ne sais pas pourquoi. Et par conséquent, on perd de l'information. Et je pense que le fait de tirer trop sur les, sur les curseurs, ça a donné un tout petit peu, un effet aquarelle. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage. Il y a pas mal de potentiel, mais il faut pas y aller plus loin avec les curseurs. Mais Moi, je voudrais dire à Thierry il est bien parti parce qu'il a du bon matériel quand même. Le reste, ça va être la courbe d'apprentissage du traitement. Ce qui est appréciable dans son image, c'est que la calibration des couleurs est pas mal. C'est poussé, hein, on fait tous des images plus ou moins correctes. On peut faire 10 versions en 10 jours. Mais moi, j'aime bien la calibration des couleurs. Attention au contraste, attention à ne pas abîmer l'image. Ça viendra plus tard. C'est très correct. M33, c'est pas une cible que je trouve moi facile pour la rendre jolie, personnellement. Ouais, d'accord avec ce qui a été dit. C'est vrai que c'est une très belle image pour quelqu'un qui a débuté il y a pas très longtemps. Et comme Aziz, alors comme Aurélien, je suis assez d'accord sur les couleurs qui sont très belles. Par contre, c'est clair que les curseurs ont été trop poussés pour pour rendre l'image spectaculaire. Et du coup, derrière, il a fallu mettre un traitement anti-bruit parce que ça a fait monter le bruit automatiquement de tirer sur les curseurs. Et le traitement anti-bruit qui a été appliqué a été dévastateur en fait pour l'image, puisqu'il a affecté les étoiles, le fond de ciel, les bras de la galaxie en fait qui sont devenus un peu cotonneux, j'ai envie de dire, ou je ne sais pas quel adjectif on pourrait employer si vous avez une idée pour décrire ce dont je parle, mais en fait il y a des espèces de masses de matière qui se distingue de manière violente du fond de ciel sur le pourtour de la galaxie. On voit bien que là, il y a un traitement anti-bruit qui a détruit les zones de transition. Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est les zones de transition entre les différentes luminosités de l'image qui ont été détruites et aplaties par un traitement anti-bruit. Alors, il aurait fallu protéger avec un masque, peut-être, et y aller un peu plus doucement, et surtout tirer un peu moins les curseurs, je crois, comme disait Aziz, hein, je suis assez d'accord là-dessus.
quitte à ce qu'elles soient un peu moins lumineuses, un peu moins spectaculaires, mais qu'elles gardent ces détails. Parce que là, il y a un vrai potentiel dans l'image, hein. C'est clair il y a un potentiel, on le sent, mais que du coup, qui est un petit peu, voilà, qui est un petit peu gâché par le traitement, en fait. Ça aurait été intéressant de voir également la sortie d'empilement. C'est une bonne idée, hein. Peut-être qu'on pourrait pérenniser ça, de voir la sortie d'empilement et le traitement, même si, bon, c'est vrai, la STF, ça donne une bonne indication. Pas toujours parfait, mais c'est intéressant. C'est une excellente idée, Oh, Aurélien, et ouais. on va demander effectivement à nos spectateurs de nous envoyer les deux. Maintenant, ça peut être pas mal. Il faut prendre conscience de la. On ne traite pas une image dans son coin, c'est-à-dire que il y a tellement de sites et de comparatifs auxquels on peut se raccrocher pour apprécier ce qu'on sort que pour moi, c'est compliqué de s'arrêter à ce stade-là en se disant mon traitement est fini. Il y a encore trop de défauts, quoi. Alors, je vais relativiser ça tout de suite, c'est que c'est 60 fois 120 secondes. Et M33, c'est une galaxie qui est grande, c'est une cible qui est très classique chez les amateurs, c'est un grand classique du ciel. On se figure que, comme beaucoup d'objets Messier, ben, s'il est dans le catalogue Messier, c'est que c'est un objet brillant et qui est facile à faire. C'est pas vrai. M33, c'est une galaxie qui est difficile au niveau de l'acquisition parce elle est grande, mais elle n'est pas brillante. Donc, elle a une brillance de luminosité de surface qui est assez réduite. Rien à voir avec Andromède, par exemple, qui est à côté. Donc, ça implique de faire des pauses un petit peu longues et puis le temps global d'acquisition qui soit suffisant. Et 60 fois 120 secondes, même avec du bon matériel et des bonnes caméras, ça me semble un peu court pour M33, pour espérer pouvoir sortir quelque chose de montrable. Euh, et là, dans le cas présent, ben, le traitement est tiré, mais j'ai envie de dire qu'avec 60 fois 120 secondes, avec 2 heures de pause, ça me semble un peu court pour espérer pouvoir sortir quelque chose de vraiment, en ayant pour objectif de sortir autant d'extensions sur M33. Donc, ben, le résultat, c'est ce qu'a dit tout le monde, hein, c'est que c'est réduction de bruit massive, il n'y a pas de zone de transition, c'est très marbré dans le fond de ciel. On voit que ça a été trop tiré sur le signal parce que le signal n'est pas franc dans les bras de la galaxie, donc ça donne un aspect un peu chaotique dans la répartition du signal. Et puis, une piste d'amélioration, et là, je ne critiquerai pas parce que c'est un des points, je pense, les plus durs, et moi-même, souvent, je suis confronté au problème, c'est la gestion des étoiles. Les étoiles, c'est ce qu'il y a de plus dur à maintenir, à préserver, on va dire, en tout cas, quand on fait du traitement d'objets qui sont peu lumineux, donc des objets du ciel profond. Là, que ça soit sur M42 ou sur M33, les étoiles sont toutes cramées. Donc, je ne pense pas que ça vienne des brutes, peut-être plutôt du traitement. Et il faut faire attention lors de la montée d'histogramme, justement, à protéger les étoiles ou à le faire de manière séparée. Il y a plusieurs techniques qui existent pour ça. Mais prendre soin, voilà, de ne pas faire subir aux étoiles la même montée d'histogramme qu'on fait subir à la galaxie, parce que c'est une différence de luminosité qui est telle qu'au final, on a des étoiles qui sont intégralement cramées. On va passer à Christophe avec une M106 et compagnie, avec un instrument de prise de vue qui est un TS Optics ou NTC 8 pouces à f4, une caméra d'imagerie qui va être une ASI 294 couleurs, non, noir et blanc, pardon, je dis des bêtises, une monture Ioptron CEM70, guidage au diviseur optique avec traitement sur PixInsight et Photoshop, l'utilisation de filtres Astrodon True Balance E-Series Gen 2 LRGB et le tout piloté par Nazi Air Pro pour un total de 15 heures d'acquisition. Voici la M106 et compagnie. À vous de jouer. Une très belle image, hein. Il y a des choses. Alors, on pourrait peut-être se permettre d'être plus exigeant avec Christophe, vu la différence qu'on peut observer. Je ne vais pas dire grand-chose. Peut-être attention à la saturation sur le pourtour des deux galaxies, surtout la petite MGC 4217, parce que je vois du magenta et du vert. Alors, c'est peut-être voulu, hein. Alors, je respecte, il n'y a pas de souci, mais ça m'attire l'œil, voilà. Et j'ai une petite différence de bruit entre la périphérie de M106 et le centre. Enfin, c'est vraiment pour pinailler, parce que globalement, j'aime bien son image. Ouais, c'est vraiment très réussi comme cadrage, je trouve. C'est chouette. On n'a pas l'habitude forcément de l'avoir cadré comme ça. Donc,
Donc bravo. Et puis après, techniquement, au niveau des acquisitions, il n'y a pas grand-chose à dire. Les étoiles sont fines et bien rondes, donc c'est signe d'un bon réglage, surtout sur un Newton, on sait que ça ne pardonne pas. Donc là, il y a un bon réglage du télescope, il y a des bonnes acquisitions, un bon guidage et tout. La calibration des couleurs au niveau du traitement, je la trouve plutôt réussie, au niveau des étoiles comme au niveau des galaxies et au niveau de la neutralisation du fond de ciel. Juste un petit bémol là-dessus, dans le pourtour de la galaxie, dans les extensions, il y a une dominante un peu magenta qui ressort et qui pourrait peut-être être due à l'intégration de H-alpha. S'il y a eu une intégration de H-alpha, je ne me rappelle plus des exifs, est-ce qu'il a fait des poses au travers d'un filtre H-alpha pour compléter ses poses en LRVB, puisque c'est une caméra monochrome? Non. Et si ce n'est pas le cas, alors je ne sais pas pourquoi cette impression est là, mais en tout cas, c'est ce qui me vient. On verrait les jets dans le cœur s'il y avait une intégration H-alpha, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'on verrait les jets dans le cœur. Alors effectivement, cette dominante un peu magenta dans le pourtour, on va dire, elle m'intrigue. Peut-être qu'elle est normale aussi et qu'on n'a pas l'habitude de la voir. Voilà. Après, pour le reste, bon, le bleu, il est fréquemment présent. Il a un petit peu saturé pour qu'on le voit bien. Je trouve ça joli, c'est esthétique. Les détails sont présents. Il y a peut-être au niveau du traitement des détails à faire attention à bien protéger les étoiles qui sont dans la galaxie, puisque les étoiles qui sont dans la galaxie, elles ont un cerclage sombre autour d'elles, ce qui est le signe d'un masque qui n'a pas bien protégé les étoiles lors de la déconvolution ou des accentuations sur Photoshop ou autre, ou sur PixInsight. Oui, alors Christophe, effectivement, on peut se permettre d'être un petit peu plus critique parce que, alors, certes, il a plus d'expérience, mais il a commencé l'astrophoto il n'y a pas si longtemps que ça. Et personnellement, j'aime bien en général les images qui sortent. D'ailleurs, il a été récompensé par un photon d'or sur le site, sur un site dont je tairai le nom, pour une très très belle image de la rosette, notamment en termes de couleurs que j'ai trouvé vraiment très réussie. Et dans ces dernières images, parce que celle-là, c'est pas sa dernière image, il en a fait d'autres. Pareil, au niveau des couleurs, je trouve qu'en général, il fait un gros travail sur les couleurs et qu'il s'en sort très bien. Et pour le coup, celle-là, je peux le dire, je suis un peu déçu des couleurs. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, le cadrage est très bien, au niveau technique, on voit qu'il y a le temps de pause, voilà, c'est cohérent avec le temps de pause. Le travail sur le cœur me laisse un petit peu dubitatif au niveau pas au niveau de la mise en valeur des détails, mais plus encore une fois au niveau de la couleur. Très tranché, il y a du orange, il y a du turquoise, il y a du magenta. Voilà, au niveau des couleurs, j'adhère pas vraiment sur celle-là. Après, les couleurs, c'est très personnel, donc c'est pas forcément, mais je suis sûr qu'il peut, vu l'attention qu'il porte aux couleurs en général sur ces images, je suis sûr qu'il peut faire mieux sur celle-là. Voilà. Donc, dernière photo, nous avons les Pléiades qui nous ont été envoyées par Antoine, alors prises à Soulac en Bortle 5, 330 fois 60 secondes pour un total de 5h30 avec un Canon 700D défiltré total à ISO 800, un correcteur de coma Bader, 90 d'arc, des flats et des offsets, avec un instrument Pearl 150-750 sur une NEQ 6.6 Pro Go2, guidage avec une AS620, le tout contrôlé par Azier. Messieurs, à vous de jouer. Aziz, à toi la parole. Bon, je suis en train de la regarder là en live. Déjà, je remarque qu'il y a pas mal de... Je pense qu'il y a un petit problème de... S'il utilise un correcteur ou un truc comme ça, bon, il a un problème de back focus. Ça se voit sur les quatre coins de l'image. Sinon, il y a un autre petit défaut. Ça concerne l'espèce de halo sur les étoiles les plus brillantes. Je ne sais pas si la photo elle est faite où il y a une voile qui engendre ce phénomène-là, ou c'est le problème des micro-lentilles. Et là, côté acquisition. Bon, pour le cadrage, je dirais, il est magnifique. Il a encadré la M45. Elle entre complètement dans le champ. Mais côté traitement, il y a pas mal de choses à dire là. Oui, rendu global intéressant, hein, ça brille,
Maintenant, souvent des Pléiades. J'en connais même qui rajoutent les aigrettes pour faire scintiller un petit peu cette cible. Bon, après, dans les détails, je remarque deux choses, peut-être pour Antoine. Le coin, moi je vois même au centre, en fait, des étoiles carrées ou rectangulaires, enfin carrées, et je ne sais pas exactement d'où ça vient, peut-être de l'alignement, en fonction de l'algorithme utilisé, ça peut arriver. Bon, après, faut vraiment, hein, c'est quand on zoome, bien sûr. Et je ferai quelque chose d'un petit peu moins contrasté, un petit peu plus progressif dans quelque chose de plus nébuleux, en fait. Là, je trouve ça un peu dur, mais globalement, moi, comme ça, j'aime son image, mais ça manque de détails dans les nébulosités. C'est un peu lissé, voilà. Mais encouragement, là. Ouais. Je rejoins complètement Aurélien sur les. Bon, la vue d'ensemble, elle est très jolie, hein, c'est vraiment une très belle image. Ça manque un peu de détails dans les nébulosités de Mérope et tout, là où on est censé voir comme des petits filaments, tout ça. On ne les voit pas trop, peut-être à cause du lissage, hein, du bruit, qui aurait été fait sans masque ou avec un masque pas assez progressif, qui n'aura pas assez protégé les zones lumineuses. Après, je trouve que la transition entre la luminosité des Pléiades et la luminosité du fond de ciel, elle est bien faite. Et entre la couleur bleue, parfois on voit une couleur bleue qui tranche directement avec le noir du fond de ciel, ce qui est vraiment abrupt. Tandis que là, c'est bon, on pourrait dire que c'est un peu abrupt, mais non, franchement, je trouve ça assez doux, c'est correct, c'est bien géré en fait, hein. C'est bien géré. Après, je trouve que ça manque un poil d'étoiles orange ou jaune. On en voit quelques-unes, mais qui ne sont pas assez, peut-être pas assez appuyées, peut-être pas assez saturées finalement dans ces tons-là, pour dire d'amener un équilibre à la couleur bleutée, en amenant un peu d'orange, de jaune dans l'image, ce serait sympa. Après, le fond de ciel est d'un bon niveau, sympa. La gestion du bruit est quand même plutôt bien faite, à part sur ce manque de détails qui est peut-être dû à la gestion du bruit, pour le coup. Je suis moins convaincu que certains sur la transition justement avec le fond de ciel, notamment sur la région qui est par exemple entre Alcyone et Atlas, en gros sur la gauche de l'image, quoi, entre les deux assez brillantes et la brillante centrale, quoi. Où là pour le coup il y a des zones de nébulosité qui peuvent apparaître et qui sont assez marquées, et là c'est pris dans un espèce de flou un peu d'ensemble. On sent que les curseurs ont peut-être un peu trop été tirés, et il y a eu un gros un lissage derrière qui a été fait, ce qui fait qu'on gomme, on a une belle luminosité d'ensemble de l'amas, mais quand on va chercher dans le détail, je pense qu'on a perdu des petits détails au passage, pour moi dans la zone vraiment d'Alcyone. Et je rejoins Mathieu aussi sur le manque de rouge, c'est-à-dire que pour la double visuelle qui est au centre de l'amas, les deux petites qui sont au centre des plus grosses, du carré central, quoi, des Pléiades, il y en a une qui est vraiment rouge. Et là, elle ressort pas. Elle ressort pas. Donc, c'est le signe aussi qu'il y a eu peut-être le bleu a été un peu plus monté que le reste. Et ça a atténué le ciel rouge. Et pour moi, dans le fond de ciel, sans doute un poil trop sombre. Et je pense qu'il y a des nébulosités. Vu les nébulosités qui apparaissent un peu partout au centre de l'amas, je pense qu'il y en a d'autres à aller chercher un petit peu autour. Ok. Très belle image, je rejoins ce qui a été dit, très belle image sur le cadrage et l'impression visuelle d'ensemble, c'est très joli. Très agréable à regarder. On va délibérer rapidement pour savoir si quelqu'un remporte le prix Star Party, et si oui, qui? Eh bien, messieurs, merci. Maintenant, on connaît le vainqueur et les encouragements spéciaux pour cette émission, qui est désormais terminée. Ce fut la première d'Aurélien. J'espère que tu as survécu. Tu risques de gagner le surnom d'Astro Boy. Je préfère Et te prévenir. vous parlez bien, les gars, hein, dis donc. Hein, tu as vu comme nos chroniqueurs sont volubiles,
C'est quand même formidable à quel point ils ont des choses à dire. Alors, d'ailleurs, Mathieu continue à s'amuser avec l'habillage de Zoom. Aziz, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te retrouver. Et puis, évidemment, nous, avec Astrofit, on viendra te voir très vite au Maroc. Jean-Baptiste, bravo pour cette contenance tout à fait extraordinaire pendant l'analyse des traitements. C'était remarquable. Mathieu, merci encore pour à la fois ta participation et ce merveilleux travail fait sur les catalogues. Et puis Aurélien, bravo pour ta première, en espérant que ça te donne envie de rester avec nous pour les prochaines. En attendant, on va tous vous dire au revoir et puis on se retrouve le mois prochain pour un Star Party numéro 6 qui, j'espère, en reconnaîtra un enregistrement moins chaotique que celui-ci. À bientôt. Merci David, à bientôt. Au revoir Salut. tout le monde. Salut les bientôt. gars.